Bonjour à tous, bienvenue sur ce cours Windows, le système d'exploitation de Microsoft. Dans cette vidéo d'intro, on va faire un historique très rapide, parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait dire que je vais vraiment me contenter du minimum. Libre à vous par la suite si vous êtes curieux de vous renseigner, de trouver de la documentation sur internet. On trouve pas mal de choses très détaillées, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, d'entreprises et autres qui sont évidemment concernés par le système Windows. Donc vous trouverez tout ce qu'il faut par rapport à ça. On va faire très bref, très rapide, puisqu'on va parler un petit peu de la société, on parlera ensuite pour arriver justement sur le système, puisque ça sera un petit peu quand même le sujet de cette formation sur YouTube, donc on va regarder un petit peu tout ça. Windows d'abord, ça a commencé en fait par une entreprise, c'est-à-dire que ça provient d'une entreprise qui est évidemment Microsoft, nom que vous connaissez, vous êtes de toute manière en majorité utilisateur du système Windows, donc c'est quelque chose que vous connaissez au minimum de nom, et que vous utilisez probablement quotidiennement également. Alors c'était la création de la société Microsoft, ce n'est pas une faute de frappe que j'ai faite sur le diaporama, c'était effectivement en deux mots, micro, un tiré et soft, en 1975, d'accord, et c'est né en fait de la collaboration entre deux acteurs, notamment Paul Allen, alors pas des acteurs de films, mais deux personnes en fait, Paul Allen et Bill Gates. Bill Gates et ces personnes-là en fait travaillaient sur tout un tas de soft, d'accord, de logiciels, etc. Notamment un interpréteur pour le langage basique, d'accord, qui a donné suite ensuite à pas mal de choses qui ont été commercialisées, l'Altair, pardon, que je dise pas de bêtises, 8900 et l'Altair basique, oui je crois, qui a été commercialisé, un truc comme ça. Donc ils travaillent voilà sur un interpréteur comme ça pour le langage de programmation basique, d'accord. Et nous avons à côté une entreprise, donc IBM, qui est un grand nom voilà, à connaître un petit peu dans tout ce qui est tech, etc., qui, elle, produisait des ordinateurs, donc notamment l'IBM PC, d'accord, donc l'ordinateur personnel, un personal computer, ordinateur dans les maisons, en fait, pour permettre, en fait, que les gens, en fait, puissent avoir un ordinateur à utiliser. Ils avaient conclu certains accords avec des entreprises, donc je donnerai pas forcément tous les noms parce qu'il y a pas mal de personnes et j'ai pas forcément tout en tête pour pouvoir produire en fait un système sur leur ordinateur, d'accord, pour commercialiser tout ça. Mais il y a eu pas mal de retard, il y a eu pas mal, voilà, ça a traîné un petit peu en longueur en fait toute cette histoire là. Et du coup, Microsoft s'est proposé en fait pour développer un système, d'accord, pour l'ordinateur d'IBM, d'accord. Et c'est comme ça qu'on verra ensuite la naissance du système DOS en 1980. Alors, il y aura quand même d'autres éléments à donner par rapport à ça. Mais je vais revenir de toute façon dessus après tout ce qui concerne les systèmes. Donc pour parler de la société Microsoft, avant d'arriver sur la partie système produit par justement par la société, on a eu tout un changement de personnes concernant la direction de l'entreprise. Je vous ai mis ces noms là parce que ça peut être intéressant aussi de les avoir un petit peu comme ça, au moins de les entendre si vous ne les connaissiez pas. Pareil, si vous voulez faire des petites recherches comme ça sur ces personnes là, voir avec qui et où ils ont travaillé, un petit peu l'historique qu'ils ont, il y a pas mal de choses intéressantes à voir. Alors Bill Gates, d'accord, a tenu en fait la direction de Microsoft de 1975 à 2000, d'accord. Il a laissé place en fait à Steve Ballmer qui était un gestionnaire chez Microsoft auparavant, qui lui du coup aura pris donc le poste de PDG en 2000 jusqu'à l'année 2014 et qui est remplacé en 2014 par Satya Nadella jusqu'à aujourd'hui. Alors, au moment où je fais cette vidéo, cette personne est toujours à la tête de la société Microsoft et a d'ailleurs apporté pas mal de changements, notamment concernant l'open source. Voilà, il y a eu beaucoup d'ouverture vers l'open source. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais plutôt de discussions et de changements liés à l'open source au niveau de Microsoft, de pas mal d'outils utilisés par Microsoft, et c'est tant mieux pour nous, on va dire, en tant qu'utilisateurs, parce que ça apporte quand même pas mal de choses positives. Voilà pour l'entreprise en elle-même. Voilà, je vais pas vous dire un petit peu plus de choses sur Microsoft, qu'est-ce que c'était, etc., par où ils sont passés, les études qu'ont fait Bill Gates, etc., Paul Allen, etc. Si vous voulez en savoir un peu plus sur toutes ces personnes-là, encore une fois, vous pouvez les chercher sur internet, il y a pas mal d'informations à voir. Moi je vais essayer quand même, je voulais passer assez rapidement là-dessus, pour parler plus exclusivement de leur système, puisque ce sera le sujet de ce cours. On arrive donc à Windows, d'accord, mais Windows c'était pas Windows au départ, d'accord. Windows c'est ce que vous connaissez aujourd'hui, mais ça n'a pas commencé en fait par ça. On avait un système CP/M, d'accord, en 1974 qui a été créé par Gary Kildall, je vous mets les noms également ici si ça vous intéresse, d'accord, qui était un système donc produit, d'accord, par cette personne-là. Et à côté, on a Tim Patterson qui a cloné en fait ce système, qui en a fait une copie et qui a développé du coup, qui a écrit son propre OS appelé QDOS en 1980. Quand Microsoft a
créé une collaboration, d'accord, hein, c'est lié en fait à IBM pour pouvoir produire un système pour l'IBM PC, d'accord. Ils ont embauché Tim Patterson et lui ont demandé justement de réécrire le système QDOS, qui deviendra du coup DOS et sa variante MS-DOS qu'on connaît bien, qui sera du coup commercialisé en 1980, d'accord. Ce sera la première version de MS-DOS qu'on aura sur les PC, d'accord, de chez IBM pour les utilisateurs. S'en suivra évidemment tout un tas de mises à jour, d'accord, plusieurs versions de Windows, donc on aura ce nom Windows qui va arriver, hein, Windows 1.0 notamment, d'autres versions, d'accord, Windows 95, donc ça en fait Windows 95, c'est pour ça que je l'ai mis ici en évidence, vous voyez j'ai mis des petits points, c'est en fait tout simplement l'arrivée de la première couche graphique, d'accord, on aura enfin une interface avec des fenêtres, des choses qu'on peut bouger la souris, etc., etc., et en tâche de fond MS-DOS qui tourne, d'accord, jusqu'à Windows XP qui mettra tout simplement fin à DOS pour passer à NT, qui est notamment le nom du noyau, certainement vous connaissez pour New Technology, qui est encore connu, dont on parle encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'arrivée de Windows XP, donc cette fin en fait de DOS pour le passage à NT, qui mettra également fin à la collaboration entre Microsoft et IBM. Pareil, il y a tout un tas d'historiques sur l'histoire de toutes ces entreprises, de ces firmes, etc. Si vous voulez en savoir plus, sur internet vous trouverez également toutes ces informations qui pourront vous intéresser par rapport à ça. Moi j'en resterai là en tout cas par rapport à celle-ci. Du coup Windows a évolué sur plusieurs branches, pour rester très simple. C'est-à-dire qu'on avait des systèmes 16 bits au départ, d'accord, Windows 1.0, etc., qui étaient des systèmes monotâches. En gros, on pouvait faire qu'une seule chose à la fois. Il n'était pas question d'ouvrir un navigateur, un lecteur audio, un traitement de texte, etc., d'accord. C'était une seule chose. C'est soit t'écoutais de la musique, soit t'écrivais du texte, soit etc. Et évidemment, on était au départ sur des systèmes en ligne de commande. Donc il y a évidemment pas mal de choses qu'on ne pouvait pas faire. Par la suite, on a eu la branche 9X, donc les Windows 95, 98, etc. Personnellement, j'ai commencé mon premier ordinateur sur lequel j'ai été était sur Windows 95. C'est que par la suite que je me suis intéressé aux versions plus anciennes, que j'ai émulées, etc. Mais la première version que j'ai utilisée au quotidien, ça a été Windows 95 personnellement. D'ailleurs, si vous avez commencé sur une version en particulier, vous pouvez très bien le dire dans les commentaires, comme ça permettra de voir un petit peu les retours en fait, de voir un petit peu par quoi vous avez commencé, quel a été votre premier système Windows, si bien sûr vous avez été ou vous êtes sur Windows, si vous avez jamais été sur ce système-là et que vous découvrez véritablement pour la première fois l'OS de Microsoft, pareil, n'hésitez pas à le dire, ça pourrait être intéressant de voir un peu. On a eu donc NT, comme je disais, avec l'arrivée de Windows XP, qui a été un très bon OS comparé à pas mal d'autres, alors avec pas mal de défauts aussi, mais comparé à pas mal d'autres, ça a été quand même une belle avancée par rapport à ça. Les systèmes Vista, 8, Windows 8.1 et Windows 10, que vous connaissez d'ailleurs, j'ai oublié Windows 7 dans le lot, bon bravo, pourtant c'était quand même peut-être un des meilleurs systèmes qu'a pu faire Microsoft, et c'est dommage de l'avoir oublié dans la liste, mais c'est pas grave, tant pis. Voilà, on n'aimait pas le 7, donc Windows 7. Comme Windows est également évidemment déployé pour pas mal d'autres supports, on retrouve des branches bien spécifiques pour les processeurs ARM, pour tout ce qui est mobile et tactile, d'accord, Windows Mobile, Windows Phone, etc., etc. Mais je ne m'attarderai pas là-dessus. Il y a même des versions pour tout ce qui est petit PC. Vous avez les IIPC là. On avait des versions très allégées avec du Windows qui tournaient carrément non pas sur un disque dur mais sur une carte SD. Voilà, donc c'est des choses un peu particulières. Donc on avait comme ça des versions beaucoup plus allégées du système de Microsoft. Donc même si on était sur du monotâche à l'époque, également du mono-utilisateur, en gros il y avait un utilisateur sur ordinateur, on pouvait pas créer plusieurs comptes, etc. Bien sûr, ça a changé par la suite. Aujourd'hui, vous voyez que sur votre Windows, vous pouvez créer plusieurs comptes différents, où les gens peuvent se connecter sur leur propre session. On peut faire du multitâche, on peut démarrer tout un tas d'applications à la fois, tant que évidemment le matériel du PC le supporte, la RAM, etc. Mais voilà, on a quand même pas mal de changements qui ont été apportés par rapport au système. Mais je voulais faire un petit récapitulatif comme ça des branches, puisque il y a sûrement pas mal de gens parmi vous qui ont connu les premières versions de Windows, et puis il y en a certainement d'autres qui ont peut-être commencé leur découverte de Windows avec, je sais pas moi, Windows 7 peut-être, pour beaucoup, si vous êtes né beaucoup plus récemment, on va dire, que nous. Voilà pour ce point-là, en tout cas pour ce que je voulais aborder ici. Sur cette petite diapo, je voulais apporter des éléments, donc ce sont des éléments personnels, ça n'engage que moi, sur des choses qui me semblaient importantes à noter en termes de points, on va dire, dits positifs, et de points, forcément qui le sont beaucoup moins, concernant le système Windows, et j'avais également mis des notes vite fait sur des petites particularités que j'avais pas notées, mais qui sont quand même des choses assez intéressantes à noter aussi et à comprendre. Voilà, donc première chose, très importante,
c'est le côté compatibilité pour le jeu vidéo. Alors les points que j'ai mis ici, les points positifs, ce sont surtout des points qui sont un petit peu, on va dire, qui ont profité, qui ont bénéficié au système de Microsoft, tout simplement par rapport à son passé, à son historique. C'est-à-dire que quand on avait des ordinateurs, eh bien tout était fourni en tout cas avec Windows, et même s'il y a eu par la suite Linux et d'autres systèmes, Solaris, des distributions BSD, etc., c'était quand même, et c'est encore aujourd'hui, vous pouvez le constater, Windows qui prédomine, d'accord ? La plupart du temps, dans quasiment tous les cas, quand vous allez acheter un ordinateur avec un système préinstallé, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez démarrer le PC, ce sera un Windows qui sera dessus. Et dans de très rares cas, vous n'aurez rien, ou alors un Linux, mais sinon, c'est du Windows. Donc forcément, ce quasi-monopole, on peut dire ça comme ça, de Microsoft avec son système Windows, du coup a permis et a intéressé évidemment tout le monde, donc c'est-à-dire les éditeurs de jeux vidéo, donc meilleure prise en charge, les éditeurs ou les constructeurs en tout cas et les fournisseurs de matériel, et bien sûr les éditeurs de logiciels. Donc si vous êtes un gamer, vous avez absolument besoin de jouer aux jeux commerciaux, etc., il est évident que Windows reste, pour le moment, ça changera peut-être par la suite, la meilleure plateforme pour jouer aux jeux vidéo. Voilà, ça paraît évident. Le point aussi très important, c'est le support du matériel. J'ai mis très bon support du matériel. Plug and play dans le sens où vous branchez et vous pouvez jouer, donc en bref ça fonctionne directement. Donc en gros, même chose, voilà, comme tous les constructeurs ont été très proches justement du système de Microsoft, avec beaucoup de partenariats, de collaboration, tout un tas de choses comme ça. La plupart du temps, vous achetez un matériel, un disque dur, une souris, une clé, un micro, vous n'avez qu'à le brancher, un pilote s'installe éventuellement, se configure, et c'est prêt à l'emploi. Très rapide. Il y a quand même très peu de chances d'avoir un matériel non reconnu. Ça existe, voilà. Ne pensez pas qu'on est vraiment dans le cas où tout fonctionne. Voilà, il y a certainement des gens parmi vous qui ont déjà malheureusement connu les fameuses imprimantes ou scanners qui ne sont pas reconnus par Windows et qui n'ont jamais pu l'être, d'ailleurs, même avec le CD d'installation du pilote. Je pense que il y en a sûrement parmi vous qui pourront nous raconter leurs petites anecdotes du fameux petit périphérique ou lecteur CD ou je sais pas quoi qui a jamais réussi à marcher parce que Windows voulait pas le prendre en charge. Ça arrive, mais quand même beaucoup moins, d'accord ? Donc ça, gros avantage, c'est que généralement on n'a pas trop de problèmes concernant la compatibilité du matériel sur le système Windows. Et autre point également, encore une fois, lié à l'historique de Windows, c'est la grande prise de part de compatibilité concernant les logiciels, notamment des gros logiciels propriétaires, des incontournables que je les appelle, tout ce qui est logiciel Adobe, donc Photoshop, la suite bureautique de Microsoft Office, etc., logiciels d'Autodesk, tout ça. Donc ce sont souvent des logiciels que vous ou d'autres sont obligés d'utiliser et à moins d'être sur Windows, voilà. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sur Windows, vous ne pourrez pas vous en servir, et en tout cas pas de manière native. Il y a pour certains moyens d'en faire fonctionner certains en bidouillant un petit peu, en passant par d'autres logiciels, mais pour une compatibilité native, c'est Windows et rien d'autre. Ou macOS dans certains cas, notamment par exemple pour Photoshop, qui est évidemment proposé dans une version pour macOS. Mais c'est des cas, on va dire, des petites exceptions comme ça. Donc voilà, si on veut pas se prendre la tête concernant les jeux vidéo, la prise en charge du matériel au maximum en tout cas, même si ça sur les distributions de Linux ça pose beaucoup moins de soucis qu'à l'époque. On va dire que la reconnaissance matérielle sur le monde Linux il y a 10-15 ans c'était pas ça, on avait du mal à faire fonctionner du matériel. Aujourd'hui, à moins d'avoir du matériel qui vient tout juste d'être acheté, qui est tout récent, où ça peut être des fois un peu compliqué pour certaines choses bien spécifiques, généralement pareil on s'en sort plutôt bien, et beaucoup mieux en tout cas qu'à l'époque, même sur un système comme Linux. Pour les logiciels, comme je disais, de toute façon, il faut s'assurer d'avoir Windows pour pouvoir faire fonctionner ces petits incontournables là qui de toute façon ne seront pas compatibles sur d'autres systèmes, ou pas disponibles tout simplement. Donc ça c'est des points importants qui sont bien à souligner. Par contre, il y a des points aussi à comprendre et à connaître, c'est le côté propriétaire et privateur. Alors encore une fois, j'avais fait un peu ce même système sur le cours GNU Linux, en disant voilà les bons points qu'il y avait sur le système Linux et les points peut-être qui étaient moins intéressants ou qui pouvaient du coup être représenter des inconvénients. Ce que je mets dans les inconvénients, personnellement, concernant Windows, c'est son côté propriétaire et privateur. Alors, ça, encore une fois, on n'est pas là pour juger, pour dire qu'un OS est mieux qu'un autre, d'accord ? Comme j'ai déjà dit pour Linux, et que je peux redire ici, c'est qu'un système d'exploitation répond à des besoins et ne doit répondre qu'à des besoins. En gros, vous avez une utilisation bien spécifique que vous voulez de votre système,
vous avez éventuellement un système qui répond à ces besoins, vous l'utilisez, d'accord? Peu importe que ce soit Windows, Linux, tant que vous pouvez faire ce que vous voulez faire sur votre système avec le système que vous avez choisi, voilà. Et tant que ça fonctionne, il n'y a pas de problème, peu importe ce que vous utilisez, on n'est pas là pour choisir un camp entre Windows, Linux, Mac. Si vous voulez utiliser un seul des trois, les trois à la fois, il n'y a aucun problème, vous faites ce que vous voulez, tant que ça répond à vos besoins et que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Du coup, et ça c'est important de savoir, contrairement par exemple à Linux, notamment, Windows est un système propriétaire, d'accord, et privateur, donc un système fermé. Donc pas d'accès évidemment au code source, pas possibilité de modifier quoi que ce soit concernant le système lui-même, le cœur du système, tout ça, et privateur dans le sens où, même si aujourd'hui avec Windows 10, la version actuelle, au moment où je fais cette vidéo, il y a notamment la communauté des Windows Insiders, donc un groupe de consommateurs qui peuvent participer, d'accord, discuter ou proposer des idées pour l'évolution et l'amélioration de Windows, Microsoft évidemment conserve et aura toujours le dernier mot. Ça reste sa propriété. Donc si demain Microsoft veut faire un changement radical sur quoi que ce soit concernant son OS, que les gens soient d'accord ou pas, que les gens veuillent ou pas, que vous soyez utilisateur ou non, le changement se fera, c'est tout, d'accord? C'est un système fermé, il reste propriétaire de ça, donc il faut bien se rendre à l'évidence de tout ça et de bien, voilà, utiliser le système en connaissance de cause. Autre point que je trouvais important aussi de souligner, c'est la sécurité que je trouve, en tout cas de base, d'accord, trop laxiste, dans le sens où on installe un Windows ou un Windows préinstallé, on peut sans problème corrompre la sécurité et l'intégrité du système, voire complètement tout faire planter, et d'avoir un système qui devient absolument non fonctionnel, pour pas grand chose, voilà. Une suppression d'un petit fichier qu'il faut pas, quelque part, alors que normalement, on ne devrait absolument pas autoriser par défaut un utilisateur à faire n'importe quoi sur son système. En tout cas, à toucher par exemple à des fichiers sensibles. Donc ça, c'est un petit côté qui peut être dérangeant, surtout quand on s'y connaît pas. C'est que quand on connaît pas, on a tendance à faire des bêtises, et autant sur un système qui est beaucoup plus, on va dire, sécurisé comme Linux, il y a moins de chances en tout cas de faire des bêtises. Sur Windows, ça peut aller très très vite. Donc, petit côté, voilà, comme ça, à prendre en compte. Mais comme vous êtes là pour une partie d'entre vous, pour apprendre à vous servir de Windows, configurer, etc., et faire les choses comme il faut, vous ne ferez plus de bêtises, il n'y aura plus de problème par rapport à ça. Donc le côté un peu laxiste du système ne sera plus un problème pour vous par la suite. Autre point, et ça je pense que c'est peut-être un des plus contraignants, qui peut peut-être déranger pas mal de gens, et peut-être d'autres pas du tout, c'est le côté un petit peu trop curieux des activités et des données personnelles de ces utilisateurs. Alors, faut reconnaître maintenant que Microsoft ne s'en cache plus, voilà, contrairement à l'époque où non, il niait peut-être certaines choses, etc. Maintenant, c'est marqué et c'est fait en toute transparence. Quand vous utilisez un système Windows, d'accord, le système peut analyser votre activité, peut collecter des données, peut s'en servir pour tout un tas de choses, statistiques, reventes, etc. Donc voilà, donc, il faut savoir ça, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne, mais au moins, vous savez, d'accord, donc ça peut être dérangeant. Autre point aussi qui peut être un peu compliqué, il y a des options par exemple pour désactiver certaines options de télémétrie, donc de collecte ou de choses comme ça, mais dans la mesure où le système encore une fois est fermé, c'est pas parce que vous allez par exemple décocher une case pour dire voilà je n'envoie pas mes données à Microsoft que derrière le système le fait vraiment plus, d'accord? On n'a aucun moyen réel en fait, alors sans tomber dans la paranoïa, mais il n'y a aucun moyen d'être sûr, de s'assurer que dès qu'on valide une option bien précise, que le système la prend véritablement en compte. Il pourrait très bien dire tiens, t'as mis non, et en fait je fais quand même. D'ailleurs vous verrez que quand on fera la configuration de Windows 10, vous verrez qu'il y a pas mal de choses qu'on va désactiver, et on se rendra compte que finalement, que tu les désactives ou pas, Windows il a décidé que de toute façon il faisait quand même. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte. Pareil, on n'est pas là c'est pas pour dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Voilà, moi j'ai mon avis personnel là-dessus, ça regarde que moi, vous aurez votre avis aussi, mais c'est, voilà, histoire de constater que vous êtes sur un système qui est fermé, vous êtes sur un système qui appartient à une entreprise qui doit faire du bénéfice, qui du coup a tout intérêt aussi à savoir comment est utilisé son système, à collecter des informations, qu'elles soient anonymes ou non, qu'elles soient sur des choses générales ou des choses beaucoup plus personnelles, et s'en sert, voilà, d'une manière ou d'une autre, et malheureusement, alors à beau nous dire que c'est fait, on va dire à bon escient ou autre, encore une fois, on peut pas en être sûr, malheureusement, donc voilà. Donc c'est bien de comprendre qu'il y a ce côté-là concernant le système pour savoir un petit peu où vous allez. Et dernière particularité, d'accord, si j'ose dire, le fait que le système Windows nécessite un minimum de maintenance. Là où d'autres systèmes peuvent très bien tourner, même si vous ne faites rien de particulier dessus pendant X mois, X années, d'accord, qui continueront de fonctionner tel quel, pour Windows, très très vite,
quand on l'utilise, on a tendance après à accumuler pas mal de choses, à avoir un système qui ralentit, un système du coup qui est moins fluide, et si on fait pas un minimum d'entretien, d'accord, surtout quand on ne s'y connaît pas, bah forcément on va faire qu'utiliser notre système sans forcément comprendre comment on installe les choses, comment on le nettoie, comment on les installe, etc., etc. Et plus ça va, plus le système perd en stabilité, plus le système devient en fait du gros n'importe quoi. Voilà. Si vous avez, pour certains d'entre vous, si vous avez l'habitude d'utiliser Windows comme il faut, et que vous allez chez des proches, des gens de la famille, des amis qui ne connaissent rien à Windows, et vous avez déjà eu la joie de voir un petit peu leur ordinateur, voilà, que ça ne tourne pas, ça rame, il y a tout un tas de trucs installés, 3 antivirus en même temps, 15 000 logiciels différents, des toolbars, tout ce qu'on veut, c'est la foire fouille, hein, là c'est la foire associée sur ces systèmes-là, et c'est pour des choses tout simplement toutes bêtes, c'est juste qu'il n'y a pas de maintenance de fait, parce que les gens déjà qui s'y connaissent, souvent n'ont pas forcément le temps ou le courage même de le faire, voilà, pas par flemme. Alors quand on s'y connaît pas, on risque pas de faire grand chose. Donc c'est important, il faudra, et vous allez de toute façon, si vous savez pas faire, apprendre à le faire sur cette formation, pour faire un minimum, d'accord, il n'y a pas grand chose à faire, mais comment on entretient au minimum son système pour avoir quelque chose qui fonctionne bien, comme au premier jour. Et c'est, je pense, l'intérêt pour vous, c'est de pas avoir quelque chose qui doit être formaté au bout de 6 mois, et s'il faut réinstaller Windows complètement et environ toutes ces données tous les 6 mois, c'est quand même un petit peu dommage, et c'est là que vous perdrez du temps. Donc c'est un petit temps perdu éventuellement pour faire de la maintenance, mais qu'on gagne ensuite au fil des mois et des années par la suite. Voilà pour ces particularités. Il y en a que j'ai pas noté sur ce diapo, que je voulais notamment spécifier, parce que pour moi ça rentre pas forcément dans des choses positives ou négatives, d'accord, je vais pas les classer comme ça, mais c'est des choses à connaître. Windows est un système payant, d'accord, je le dis, puisque pour ceux qui ont vu mon introduction sur le cours de GNU Linux, je vous ai expliqué que GNU Linux, il y avait des distributions en majorité gratuites, avec certaines exceptions payantes, mais évidemment, voilà, on a possibilité d'avoir un OS complètement gratuit si on le veut. Pour Windows, sauf quand il y a des périodes comme quand ils font des transitions d'une version à l'autre qu'ils avaient proposé, par exemple Windows 10 gratuit au départ, évidemment, il faudra acheter une licence, d'accord, c'est un logiciel propriétaire, il nécessite donc un achat de licence pour pouvoir donc avoir une clé pour activer le système en lui-même. Après le téléchargement on peut le faire soi-même, mais dans tous les cas la licence pour activer le système elle est payante. Point aussi qu'il faut, mais ça on en avait parlé tout à l'heure, le fait que Windows est préinstallé parce que par exemple lorsque vous achetez un ordinateur, très souvent vous allez acheter un ordinateur tout fait ou autre, vous allez avoir un Windows préinstallé. On verra que ce n'est pas forcément une bonne chose, vous comprendrez pourquoi, parce qu'on expliquera un peu dans le détail, et du coup, et l'intérêt de ce cours justement, c'est de refaire une installation par nous-mêmes pour pouvoir repartir de quelque chose de neuf en fait, hein, voilà, vraiment à la base, et de savoir ce que l'on a un petit peu. Donc on regardera tout ça. Et côté aussi, voilà, qui est pas forcément négatif, positif, on peut y trouver des avantages comme des inconvénients, c'est le côté unifié. En gros, sur Windows, encore une fois, en comparaison de Linux, parce que voilà, faut bien que je le compare à un autre système, puis bon, macOS c'est un peu comme Windows de ce côté-là, vous avez qu'un seul environnement. D'accord, donc il n'y a qu'un seul environnement, vous avez c'est le même noyau évidemment, vous avez qu'un seul explorateur de fichiers, tout ça. Donc si demain vous voulez changer complètement l'environnement de Windows, c'est pas possible, d'accord. C'est du Microsoft, Microsoft propose un seul environnement pour son OS, donc c'est comme ça. Si vous aimez pas, vous pourrez éventuellement avoir des thèmes ou utiliser des logiciels non officiels mais qui peuvent éventuellement casser un peu la stabilité du système, mais dans tous les cas, voilà, vous devrez vous contenter de ce que propose Microsoft sur son OS. S'il y a des choses que vous n'aimez pas dessus en termes de design, d'interface, etc., vous n'aurez pas trop le choix, il faudra faire avec. Là où d'autres systèmes comme Linux vous permettraient éventuellement de personnaliser, de tout changer. Pour le coup, ici, c'est pas possible. Donc ça peut avoir des bons côtés. Ça fait qu'on a une seule même interface pour tout le monde. Donc au moins on est sûr d'avoir quelque chose, on va dire, qui est générique et qui est unifié pour tout le monde. Plus simple à garder en place. Par contre, ça offre beaucoup moins de choix. Donc voilà. Donc c'était pas pour moi forcément un point positif ou négatif. C'est pour ça que je l'avais pas mis ici sur la diapo, que je voulais juste vous le donner, à l'oral comme ça. Voilà. Par rapport à ces parties ici, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Voilà, donc pour terminer, en tout cas, pour finir un petit peu, qu'est-ce qui va vous attendre dans ce cours? Donc j'ai énuméré ça en quelques points, ils sont à peu près, on va dire, rangés dans l'ordre de comment se fera la progression du cours, mais c'est pas forcément le cas, hein. Il est possible qu'il y ait des choses qui changent un petit peu de place, peu importe, c'est histoire que vous ayez un aperçu. On verra tout simplement comment installer Windows 10, qui est le système à l'heure actuelle, plutôt aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo. Et vous verrez d'ailleurs que ce sera a priori le dernier Windows qu'il y aura, on en reparlera, que Windows n'est plus vraiment un système d'exploitation aujourd'hui, mais un service. On en parlera un peu plus dans le détail pour ceux que ça intéresse. On verra comment utiliser l'environnement, donc la découverte même de l'environnement une fois installé, donc ce qu'on appelle
hein, le premier démarrage en fait du système, pour ensuite s'occuper de tout ce qui est installation de pilote, d'accord, pour la prise en charge et la compatibilité, donc la reconnaissance même simplement de votre matériel et de vos périphériques, la configuration du système et un minimum de sécurisation, hein, encore une fois pour combler un petit peu cette sécurité un petit peu trop laxiste à mon goût du système. Donc je vous montrerai un petit peu comment faire ça. Donc ça c'est on va dire la base, ok, et l'utilisation standard. Donc en gros comment travailler sur nos documents, lire des médias, aller sur internet, des emails, etc., aller sur les réseaux sociaux. Voilà, l'utilisation que n'importe qui aurait sur son ordinateur. Ça on peut dire c'est le minimum, d'accord, vital pour quelqu'un qui veut comprendre son système, savoir l'utiliser et pas avoir trop de problèmes, pas avoir un truc qui tombe en panne tous les 6 mois et obligé de payer un réparateur parce que vous avez installé 2 antivirus alors qu'il fallait pas, par exemple. Après, pour ceux qui voudront aller plus loin, d'accord, qui voudront faire un peu plus de choses, on s'occupera bien sûr de la maintenance et tout ce qui est optimisation et paramétrage avancé du système. Donc comment accélérer certaines choses, comment modifier certains paramètres, ça peut être dans le registre ou autre, mais on en reparlera aussi, pour avoir des petites options supplémentaires bien utiles pour le système. Donc je vous montrerai tout ça. Et après tout ce qui est utilisation avancée, donc là j'ai marqué application réseau, donc en gros comment s'occuper tout ce qui est installation, des installations propres, j'entends, de vos applications, comment faire de l'administration réseau, hein, si on veut faire une utilisation réseau, ou éventuellement faire des configurations réseau bien spécifiques, toucher au DNS ou ce genre de choses. On abordera ça à ce moment-là, pour terminer par de l'administration système, et notamment l'utilisation de la ligne de commande, de la création de scripts, on verra du batch, PowerShell, etc., etc. Donc à la manière du cours que j'ai fait sur GNU Linux, vous aurez quelque chose d'assez complet aussi là. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour celui qui est vraiment débutant, qui connaît absolument rien, celui qui sait déjà utiliser son système mais veut faire un peu d'usage avancé, notamment en réseau, etc. pour avoir. S'il y en a parmi vous qui veulent voir comment on peut optimiser un peu son système parce que vous avez quelque chose qui est un peu long, etc. Vous savez utiliser votre Windows, mais il y a peut-être des choses que vous pourriez améliorer encore. Et pour ceux qui veulent faire un peu de programmation, un peu de ligne de commande, tout ça, vous aurez également le loisir de découvrir tout ça et d'apprendre toutes ces choses-là sur cette formation. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous donne quelques liens pour cette fin de présentation, notamment le site officiel de Microsoft, le site officiel d'IBM, on en a parlé, c'est bien d'aller faire un petit tour si vous ne connaissez pas, juste par curiosité. Je vous ai mis le lien pour la suite Office de Microsoft, au cas où. Le lien qui nous servira, ça c'est pour récupérer Windows 10, puisque c'est le système que nous installerons, et un lien que vous pouvez notamment mettre en favori, qui est Drivers Cloud, qui nous permettra de détecter tout simplement notre matériel. Très pratique pour retrouver les pilotes, trouver ou retrouver les pilotes nécessaires pour notre configuration de PC, pour installer tout ça proprement, et d'autres outils également bien pratiques qu'on aura l'occasion d'évoquer de toute façon sur les prochaines séances. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Voilà, je regardais mes petites notes vite fait si j'avais pas oublié quelque chose, mais non, c'est incroyable. J'en ai même trop dit déjà, beaucoup plus encore une fois que ce que j'avais noté, comme d'habitude. Mais vous avez un petit peu l'habitude, pour ceux qui me suivent depuis maintenant quelques mois, quelques années. Vous savez comment que ça se passe à la maison. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. S'il y a des questions, même toutes bêtes, n'hésitez pas. Ça va faire une demi-heure de vidéo, donc c'est parfait, c'est ce que je voulais faire. Ça tombe bien. Des questions sur n'importe quoi, que ce soit sur Microsoft, sur Windows, sur ce qu'on va voir sur le cours, si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas. Si vous voulez faire partager cette formation également, n'hésitez pas non plus, d'accord, si vous avez des proches, des gens de la famille, des amis qui font peut-être un peu n'importe quoi sur leur Windows ou qui voudraient, qui ont au moins enfin ce courage ou cette curiosité de se dire je veux pas seulement être passif au niveau de mon système, je veux comprendre un petit peu un minimum comment ça marche pour ne plus avoir tous les 4 matins des problèmes de pilote ou d'écran bleu ou de panne ou je ne sais pas quoi, parce que les gens en ont marre d'avoir quelque chose qui ne marche pas et qui sont en général évidemment responsables en majorité du fait que ça ne fonctionne pas. Donc n'hésitez pas à leur partager le lien de la formation, en tout cas pour qu'ils puissent avoir accès à tout ça. Et voilà, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, si ça vous intéresse. Et s'il y a des commentaires, quels qu'ils soient, comme je disais tout à l'heure, si vous pouvez partager également vos anecdotes avec vos débuts sur Windows, avec quel système vous aviez commencé, etc. Ou vos petits problèmes de reconnaissance matérielle, vos scanners et compagnie. N'hésitez pas à partager tout ça, je pense qu'il y aura des choses sympas à lire dans les commentaires sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la suite, en tout cas, pour la prochaine séance, où nous nous occuperons de la récupération et l'installation de notre système Windows 10. Bien à bientôt tout le monde, ciao ciao.